La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue au webinaire CIR Challenge, les résultats. Je suis Delphine Cabrol, chargée de marketing chez Heming et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui en compagnie de nos deux intervenants. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. La présentation vous sera bien évidemment envoyée par email après le webinaire. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Je vais maintenant vous présenter nos deux intervenants du jour. Jennifer, experte en financement de l'innovation chez Heming. Bonjour Jennifer. Bonjour à tous. Ainsi que Sam Nang, expert en financement de l'innovation chez Heming. Bonjour Sam Nang. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Bien maintenant, passons à l'agenda du jour. Donc, nous vous présenterons dans un premier temps quelques chiffres sur la participation. Nous verrons ensemble les réponses du concours et bien évidemment, nous annoncerons les gagnants CIR et Challenge. Et pour terminer, un petit bonus pour aller plus loin. Je laisse maintenant la parole à Sam Nang pour vous faire part des quelques chiffres sur la présentation. Sam, c'est à toi. Merci Delphine. Donc, je tenais à vous remercier pour avoir participé à ce concours. Effectivement, Heming a souhaité organiser un quiz sur le CIR afin de vous donner la possibilité de tester vos connaissances sur le crédit d'impôt et là, sur les différentes facettes du dispositif. Mais c'était aussi de vous partager les actualités du dispositif sur un mode ludique. Du coup, pour que le mode soit assez ludique, il fallait que le questionnaire ne prenne pas trop de temps. Donc, on a estimé 10 minutes et ça a été le temps moyen de participation, 10 minutes 45. Alors, il y a une personne qui était plus appliquée que d'autres avec 1h23 de participation et la personne la plus rapide a pris 3 minutes 36. Globalement, dans les résultats, on constate qu'il y a une note moyenne qui atteint la moyenne, en tout cas pour le CIR de 7 sur 15 et pour le C2I, il y a eu 2,6 sur 5. 16% des participants ont répondu aux questions du C2I. Ce taux plus faible peut s'expliquer par le fait que le C2I ne s'applique uniquement aux PME au sens communautaire et c'est aussi un dispositif qui n'est pas forcément très utilisé. Donc peut-être quelque chose qui va évoluer à l'avenir. Encore une fois, lorsqu'on regarde les résultats globaux des réponses, on est assez content de voir que l'analyse d'éligibilité, les concepts sur quelles sont les activités éligibles, sont plutôt bien maîtrisés par les participants, avec un taux de 75% de bonnes réponses. Par contre, sur la valorisation du CIR, sur comment définir le dossier technique, la justification technique qui pourrait être présentée en cas de contrôle, ont des résultats un peu plus mitigés avec 50% de bonnes réponses. Enfin, sur les procédures de contrôle et la demande de rescrit, on constate des lacunes plus prononcées avec uniquement 25% de bonnes réponses. Maintenant, avec Jennifer, on va vous présenter les réponses du concours. Donc la première question portait sur le budget prévisionnel du CIR 2020 en France. Il faut savoir que depuis le CIR 2014, on dépasse les 6 milliards d'euros par an. Et pour le CIR 2020, eh bien, le budget prévisionnel est de 6,5 milliards d'euros. Ensuite, quels organismes peuvent contrôler le crédit d'impôt recherche? Le CIR étant un dispositif déclaratif, il faut savoir qu'il peut faire l'objet de contrôles. L'administration fiscale peut déclencher un contrôle et le mener seule de A à Z. Elle peut également solliciter le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour expertiser le dossier. Ce même ministère peut également, de son propre chef, procéder à un contrôle, mais dans tous les cas, seule l'administration fiscale a le pouvoir de procéder au redressement. Donc la réponse est donc l'administration fiscale et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. À partir du CIR 2020, comment sont déterminés les frais de fonctionnement? Depuis le CIR 2011 et jusqu'au CIR 2019, du coup,
les frais de fonctionnement étaient calculés sur la base de 50% des frais de personnel, 75% des dotations d'amortissement et 200% des frais relatifs aux jeunes docteurs. Et pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2020, eh bien, ces frais de fonctionnement seront calculés sur la base de 43% des frais de personnel, 75% des dotations d'amortissement et 200% des frais relatifs aux jeunes docteurs. La réponse à cocher est donc celle qui est grisée sur l'écran. Concernant les dépenses externalisées, quelles sont les dépenses externalisées éligibles au CIR? Alors, bien évidemment, l'une des bonnes réponses était les activités de R&D. On voulait aussi vous partager une information qui a dû vous parvenir sur l'éligibilité également des activités nécessaires, notamment pour lever un verrou, comme par exemple les tests de routine. Sur les dernières années, l'administration fiscale ainsi que le ministère de la Recherche rejetaient l'éligibilité de ce type de dépenses. La jurisprudence a clarifié la situation et a admis l'éligibilité de cette dépense. Donc, les deux bonnes réponses sont les activités nécessaires ainsi que les activités de R&D sous-traitées. Question sur une procédure de contrôle. Lors d'un contrôle du CIR dans le cadre d'une vérification de comptabilité, quels sont les recours prévus par la charte du contribuable à la réception de la proposition de rectification? L'une des premières démarches pour pouvoir se défendre en cas de rectification, c'est bien évidemment les observations du contribuable, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, dans un délai de 30 jours après la réception de la proposition de rectification. Ce délai est prorogeable de 30 jours supplémentaires. Il y a également la possibilité de saisir la médiation des entreprises pour essayer de trouver un moyen pour améliorer peut-être l'échange avec le service vérificateur. En revanche, le comité consultatif du CIR, lui, ne peut être saisi uniquement à la réception de la réponse aux observations du contribuable. La réclamation contentieuse, elle, c'est après la réception de l'avis de mise en recouvrement. Enfin, le comité départemental de conciliation n'est pas compétent en matière de crédit d'impôt recherche. Concernant la procédure de rescrit, donc la procédure de rescrit est un outil très solide pour solidifier son calcul de crédit d'impôt recherche, et c'est avant tout une prise de position formelle de l'administration sur la nature des travaux menés et donc sur l'éligibilité des travaux. Et ça, c'est opposable en cas d'un éventuel contrôle ultérieur. En revanche, il y a aussi une exception, c'est que cette prise de position formelle de l'administration s'applique également à la valorisation, mais uniquement pour certaines PME. Ces PME, ce sont les PME, des petites PME avec un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 million pour les entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises, objets ou denrées. Mais sinon, pour les autres entreprises, c'est celles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 450 000 euros. Donc, les deux bonnes réponses étaient une prise de position formelle sur la nature des travaux, de manière générale. Et pour les petites PME, ça vient aussi sécuriser la valorisation des dépenses présentées. Donc ensuite, on arrive un peu sur l'éligibilité. Donc, quels sont les différents types d'activités éligibles au CIR? Donc, il y a trois types d'activités éligibles au titre du crédit d'impôt recherche. On a celles qui relèvent de la recherche fondamentale, celles qui relèvent de la recherche appliquée et celles qui relèvent du développement expérimental. Sachant que plus de 80% des projets déclarés au CIR relèvent plutôt du développement expérimental. La quatrième possibilité qui vous était proposée parmi les choix, donc tout ce qui est activités de formation, d'enseignement, ce sont des activités qui font plutôt partie des activités dites connexes, qui ne sont pas du tout en lien avec la levée des verrous scientifiques. Donc, ce sont des activités qu'on ne valorise pas au titre du CIR. Une entreprise A clôture chaque année son exercice au 31/12. Suite à la réalisation de travaux de R&D, elle déclare un CIR au titre de 2017. Quelle est la date d'expiration du délai de reprise de l'administration? Eh bien, ce délai de reprise de l'administration, il expire au terme de la 3e année
qui suit celle du dépôt du crédit d'impôt recherche. Pour ce cas, donc le CIR 2017 qui est déposé pour une clôture au 31/12 au plus tard le 15 mai 2018, et bien là, le terme de la 3e année qui suit celle du dépôt nous conduit au 31/12/2021. Donc la réponse était le 31/12/2021. Dans le cadre du calcul des frais de personnel, quelles sont les indemnités à prendre en compte? Eh bien, seules les indemnités compensatrices de congés payés sont prévues dans la doctrine administrative. Donc, la réponse était celle-ci. Concernant les autres propositions, donc les indemnités de licenciement et les indemnités de précarité, eh bien là, ce sont des indemnités qui sont versées aux salariés pour compenser un préjudice et non en contrepartie de la réalisation d'un travail. C'est des indemnités qu'on ne valorise pas. Et concernant les indemnités de départ à la retraite, la jurisprudence, donc notamment une de 2017 pour la société Areva, rejette la valorisation de ces indemnités sur le motif que les indemnités de départ à la retraite sont relatives à toute une carrière et non pas uniquement à la seule période où la personne a fait de la R&D. Alors, maintenant, une autre question sur les procédures de contrôle, c'est la loi ESSOC, la loi pour un État au service d'une société de confiance, qui consacre le droit à l'erreur en matière fiscale. Alors, quelles sont les nouveautés en matière de contrôle fiscal? Alors, il y a 2 bonnes réponses. La première, c'est le fait de réduire de 50% l'intérêt de retard lorsque le contribuable dépose spontanément une déclaration rectificative et paie les droits correspondants avant l'expiration du délai de reprise de l'administration. Ensuite, un deuxième point qui est assez intéressant par rapport à ce qu'on pouvait rencontrer lors de sociétés contrôlées plusieurs fois, c'est que maintenant, lors d'un contrôle sur place, avant l'émission d'une proposition de rectification, donc le moment se situe à peu près à la réunion de synthèse, le contribuable a la possibilité de demander une prise de position formelle de l'administration sur les points validés tacitement ou non, et cette prise de position sera opposable lors des contrôles ultérieurs. C'est ce qu'on appelle le rescrit contrôle. Ce qui fait que auparavant, vous avez peut-être eu un contrôle avec des validations ou non, et si vous avez eu un contrôle ultérieur qui rejette certains points qui n'étaient pas remis en cause par le passé, malheureusement, la présentation des résultats du précédent contrôle ne changeait pas forcément grand-chose, puisque ce n'était pas opposable au opposable à l'administration. Maintenant, via ce rescrit de contrôle, vous avez une plus grande sécurisation de votre valorisation si elle se base sur ce qui a été déjà retenu par le passé lors d'un contrôle. Question sur la nature, sur l'analyse d'éligibilité des travaux. Quels sont les critères indispensables que doit respecter une opération pour être éligible au titre du CIR? Alors, la réponse, elle se base sur la définition qui émane de la 7e version du guide du manuel de Frascati, qui est de respecter les 5 critères qui sont les suivants. Elle doit s'inscrire dans une démarche expérimentale systématique, présenter un verrou non résolu dans l'état de l'art et aboutir à de nouvelles connaissances transférables. Une question sur les indicateurs. Donc, quels éléments sont considérés comme des indicateurs de R&D? Le projet a abouti au dépôt d'un brevet. On est ici sur un indicateur plutôt intermédiaire, mais c'est un indicateur quand même. Donc, pourquoi je dis intermédiaire? Parce qu'en fait, un brevet ne va pas garantir forcément la levée de verrou ni la présence d'une démarche expérimentale. Donc, il faut bien prendre soin de vérifier ces points. Néanmoins, encore une fois, ça reste un indicateur. Le projet a fait l'objet d'une communication dans un congrès et on a aussi le projet est collaboratif et bénéficie d'une subvention par la France et ou l'Union européenne. Ce sont de très bons indicateurs de R&D, car pour le coup, le caractère R&D des sujets, dans ces cas-là, a été reconnu par la communauté scientifique. Le projet a fait l'objet de sous-traitance.
Eh bien, ce n'est pas parce qu'on sous-traite tout ou partie d'un projet que ça va en faire un sujet potentiellement éligible au titre du CIR. Donc, voilà, c'est des sujets sur lesquels il faut bien vérifier qu'on respecte l'ensemble des critères. Le projet nécessité d'importants investissements financiers. Eh bien là, la notion d'investissement financier ne va pas non plus indiquer si oui ou non le projet relève potentiellement de la R&D. Il peut très bien y avoir des projets qui nécessitent de forts investissements financiers sans qu'il y ait forcément de R&D à côté. Donc les 3 réponses à cocher étaient le brevet, la communication en congrès et le projet collaboratif subventionné. Un état de l'art au sens du CIR doit comporter une description de l'historique du domaine technique-technologique. Eh bien que potentiellement très enrichissant, ce n'est pas ce qui va vous permettre de montrer que l'état de l'art ne vous apporte pas de solution vous permettant de résoudre votre problématique. Une comparaison avec des produits concurrents. Bien là, ça peut s'apparenter à une étude de marché qui a du coup plutôt sa place dans une justification technique pour du C2I, mais pas pour du crédit d'impôt recherche. Une analyse des connaissances scientifiques et techniques et de leurs limites en rapport avec les verrous du projet. Et bien là, c'est exactement ça. Un état de l'art au sens du CIR doit consister en un argumentaire qui est basé sur des références scientifiques et techniques et qui vous permettent de montrer que les connaissances existantes ne permettent pas de lever les verrous de votre projet. Une description de la démarche suivie pour identifier les connaissances existantes en lien avec les verrous à lever. C'est aussi une bonne réponse, parce que comme je viens de l'expliquer, l'état de l'art doit être basé sur des références. Et la trame de justification du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en vigueur, elle indique bien que la démarche d'identification des connaissances manquantes doit être indiquée dans la synthèse relative au projet. Afin d'évaluer l'éligibilité d'un projet, qu'est-ce qui doit être confronté à l'état de l'art? Avec tout ce que je viens de vous dire, on comprend bien que la réponse était le verrou à lever pour mener à bien le projet. L'un des critères d'éligibilité au titre du CIR est que le verrou ne trouve pas sa solution dans l'état de l'art. Quels documents peuvent servir pour rédiger une synthèse CIR? Les rapports d'essai et les comptes rendus de réunion, eux vont pouvoir nous aider à rédiger la partie sur la démarche expérimentale, donc qui vont nous permettre finalement de retranscrire l'ensemble des travaux qui ont été réalisés sur l'année considérée. Le rapport bibliographique, lui, il va permettre de rédiger l'état de l'art. Par contre, le budget du projet ne sera pas utile pour la justification technique d'un projet vis-à-vis du crédit d'impôt recherche. Donc, il avait 3 réponses, le rapport bibliographique, les rapports d'essai et les comptes rendus de réunion. Passons maintenant pour la partie du C2I. Au sens du dispositif du C2I, quelles sont les informations correspondantes à la définition d'un prototype? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans la doctrine administrative, pour la partie du C2I, il y a une définition plus complète que celle qui est présente pour le CIR R&D. En effet, un prototype est un modèle qui possède les qualités techniques et les caractéristiques de fonctionnement du nouveau produit, mais il ne revêt pas nécessairement de la forme ou de l'aspect final. Il y a un point supplémentaire à avoir aussi en tête, c'est qu'un prototype n'est pas destiné à être mis sur le marché. Et donc, si dans les faits, ce projet a nécessité le développement d'un prototype qui, in fine, est vendu, alors effectivement, fonctionnellement, c'est un prototype dans le cadre de votre projet. En revanche, il ne remplit pas la définition de prototype au sens du C2I. Et donc, et malheureusement, pour être éligible au titre du C2I, il faut qu'il y ait au moins la présence d'un prototype permettant de démontrer l'atteinte des performances supérieures de votre produit. Il faut être vigilant sur cet aspect. Quelle est la proposition exacte qui définit l'ensemble des entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt innovation? Alors, ce sont les PME au sens communautaire. C'est une définition qui est issue du règlement de la Communauté européenne et qui répondent
caractéristiques propres au crédit d'impôt recherche, même pour la partie R&D, c'est-à-dire imposés d'après leurs bénéfices réels ou exonérés en application des articles listés au 1 de l'article 244 quater B. Les entreprises n'ont pas besoin d'être agréées au titre du C2I et elles ne sont pas non plus, ne doivent pas respecter le plafond des aides de minimis. Quelle est la date de création du C2I? Alors, le C2I est valable à partir des dépenses à compter du 1er janvier 2013. Question d'actualité. Une PME au sens sanitaire se lance dans le développement d'un masque sanitaire innovant techniquement avec un tissu lavable 200 fois, ce qui est inédit par rapport aux produits existants sur le marché. Les objectifs ont été atteints au bout de 4 mois de développement. À la mise en production, malheureusement, le principal concurrent a mis sur le marché un masque en tissu lavable 250 fois. Est-ce que la PME peut toutefois déclarer ses dépenses au titre du C2I? Alors, ce qu'on voit ici, c'est que c'est bien une société qui a voulu développer un produit plus performant techniquement. Alors, c'est l'un des 4 critères où on montre une supériorité. Je le rappelle, c'est performance technique, fonctionnelle, ergonomique et éco-conception. Donc là, c'est une performance technique notable par rapport supérieur à l'état du marché. Mais malheureusement, à l'issue du projet, à la production, on voit que la supériorité n'est plus notable. Dans le cadre du crédit d'impôt innovation, on va regarder la supériorité de l'objectif à l'initiation du projet et pas à la fin. Ce qui fait que du coup, cette entreprise, même si elle se fait surpasser au moment de la production, ses dépenses restent éligibles au titre du C2I. Quelles sont les dépenses éligibles au C2I? Alors, vous avez les frais de propriété intellectuelle et celle qui se distingue du CIR R&D, c'est la prise en compte également des frais de dépôt de dessins et modèles. Et vous avez bien évidemment les dotations d'amortissement de biens créés ou acquis à l'état neuf et affectés à la réalisation d'opérations de conception de prototypes. Les frais de veille technologique sont uniquement dans l'assiette du CIR R&D. Et concernant la sous-traitance pour le C2I, c'est uniquement les prestations confiées à des entreprises agréées et pas des organismes publics de recherche. La seule exception d'organismes publics de recherche éligibles au C2I, ce sont les CTI. Mais sinon, les autres sociétés, les autres organismes ne sont pas qualifiables d'entreprise. Et donc, leurs factures ne peuvent pas être reprises dans l'assiette du C2I. Maintenant, je vais laisser Jennifer dévoiler les heureux vainqueurs de ce CIR Challenge. Donc enfin, le moment que tout le monde attend avec grande impatience, l'annonce des résultats. Donc pour le prix Crédit d'impôt recherche, nous avons le plaisir de déclarer vainqueur Alan Rodriguez, qui remporte un séjour au Pic du Midi. Et pour le prix C2I, c'est Jérémy Denoun qui remporte un coffret cadeau Relais Château. Donc toutes nos félicitations à eux. Ils seront contactés prochainement pour la remise des prix. Bravo. Et l'aventure du CIR Challenge ne s'arrête pas là, puisque nous vous proposons 2 webinaires sur le premier semestre 2021. Donc, il y en aura un qui aura lieu le 4 mars et qui portera sur l'identification des activités et des dépenses éligibles au titre du CIR du C2I. On y abordera aussi tout ce qui est bonnes pratiques permettant d'activer les leviers du CIR de manière optimale et on abordera également les nouveautés. Un autre webinaire qui est prévu le 3 juin traitera, lui, des bonnes pratiques de justification et de sécurisation du crédit d'impôt recherche. On vous invite à vous inscrire au plus vite à ces webinaires au lien que vous recevrez suite à ce webinaire actuel. Et puis n'hésitez pas, parce que c'est des webinaires exclusifs aux participants du CIR Challenge. Ce sont des webinaires à personnaliser, donc les thèmes sont définis, mais par contre, vous avez peut-être des sujets que vous souhaitez traiter
Donc, du coup, n'hésitez pas à nous remonter vos questions en amont ou les thèmes qui vous intéressent. Merci beaucoup Samang et Jennifer pour toutes ces informations. Félicitations à nos deux gagnants. Comme tu disais, Sam, si vous avez des questions par l'intermédiaire du module d'inscription, vous avez la possibilité de laisser une question. Vous avez une question, vous pouvez indiquer le thème, la thématique que vous souhaitez voir abordée dans ces séminaires, et ce au moment de votre inscription aux deux webinaires. J'en profite pour vous indiquer que nous n'avons pas de questions pour le moment, Sam et Jennifer. Je laisse encore un petit peu de temps à nos participants, mais néanmoins, nous n'avons pas de questions particulières. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de passer à la question, à la slide suivante, s'il te plaît, Samang. Merci. On vous remercie tous pour votre participation. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer un email à finance-innovation@eming.com. Nous vous souhaitons une excellente journée, un bon appétit. Au revoir Samang, au revoir Jennifer et au revoir à Au revoir. l'ensemble de nos participants. Et merci encore pour avoir participé à l'événement. Ah, une À très petite bientôt. question. Oui, merci beaucoup pour cette excellente nouvelle. Un de nos participants nous indique qu'il est très heureux d'avoir de l'information sur sa candidature, en fait, puisque c'est lui qui a gagné. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.